après 40 ans d'absence. ABBA est enfin de retour avec un nouvel album studio. Benny, j'ai entendu dire qu'il y aurait une suite à Mamma Mia. Oui, ça s'appelle Here We Go Again. Ce qui est génial. Oui, dis-moi tout ce que tu sais. En fait, c'est plutôt une préquelle, car elle raconte tout ce qui s'est passé avant leur arrivée sur l'île de Kalokiri. Bonne? Pendant des années, les fans n'ont pu que spéculer, jusqu'à ce que Benny Andersson révèle enfin la vérité sur la rupture d'ABBA. Lui et Frida étaient autrefois considérés comme le couple parfait, adoré par des millions de personnes. Mais en privé, leur réalité était loin d'être parfaite. Dans une rare interview, Benny révèle les véritables raisons de leur séparation. Était-ce la pression de la célébrité? Quel a été le point de rupture? Rejoignez-nous pour révéler la terrible vérité confirmée par Benny Andersson. L'amour a tourné au vinaigre. Dans les années 1970, alors qu'ABBA dominait la scène pop, Benny Andersson et Annie Frida Lyngstad formaient le couple parfait. Leur histoire d'amour s'est déroulée parallèlement à leur ascension vers la gloire, à l'image de leurs camarades Björn et Agneta. Mais derrière les tenues scintillantes et les tubes, tout n'était pas aussi parfait qu'il y paraissait. Les problèmes s'accumulaient tranquillement et finirent par les séparer. Benny et Frida se sont rencontrés en 1969, bien avant l'avènement d'ABBA. À l'époque, Frida se faisait un nom sur la scène folk suédoise. Benny, déjà célèbre avec son groupe The Hepstars, la version suédoise des Beatles, l'a remarqué lors d'un festival de musique. Il y avait quelque chose chez elle. Ses cheveux roux flamboyants et sa voix puissante avaient immédiatement attiré son attention. L'étincelle fut immédiate. Et enfin, les fans d'ABBA nourrissaient un rêve depuis longtemps. Et ce soir, il s'est réalisé. Le groupe s'est réuni après 35 ans. Ils n'étaient pas que deux musiciens. C'étaient deux rêveurs poursuivant le même objectif. En 1975, Frida confiait à un magazine suédois que rencontrer Benny était une évidence. Il comprenait son amour pour la musique comme personne d'autre ne l'avait jamais fait. Pour Benny, ce n'était pas seulement une question de talent. Il y avait quelque chose de différent chez Frida, son indépendance. Son énergie brute. Elle ne ressemblait à aucune de celles avec qui il avait travaillé auparavant. À mesure qu'ABBA prenait forme, la relation entre Benny et Frida prenait forme. Tandis que Björn et Agneta étaient davantage sous les projecteurs en tant que couple, Benny et Frida s'activaient en coulisses, peaufinant la musique. Benny avait un don pour créer des mélodies, et Frida avait le don de transposer l'émotion pure dans chaque note qu'elle chantait. Ensemble, ils ont contribué à façonner le son qui allait faire d'ABBA une légende. Mais la célébrité avait un prix. Avec l'explosion d'ABBA au milieu des années 1970, la pression commença à peser lourd. Benny, perfectionniste, passait des heures interminables en studio, obsédé par le moindre détail. Son approche méticuleuse de l'écriture n'a pas toujours plu à Frida, plus spontanée et portée par l'émotion. Les différences qui faisaient autrefois d'eux une équipe formidable ont peu à peu commencé à les éloigner. Leurs difficultés ne concernaient pas que la musique. La célébrité elle-même devint un problème. Benny aimait rester discret hors scène, tandis que Frida appréciait le côté social de la célébrité. Leurs amis commencèrent à remarquer des tensions entre eux, notamment lors des tournées mondiales d'ABBA. Même leur étincelle créatrice, celle qui les unissait autrefois, commença à s'estomper. En 1979, les fissures dans leur relation étaient trop importantes pour être ignorées. Benny se plongea dans le travail, passant de longues nuits en studio. Entre-temps, des rumeurs ont commencé à circuler sur sa relation grandissante avec Mona Nurklet, une employée de télévision rencontrée lors d'une émission spéciale d'ABBA. Tout s'est effondré début 1981. Un jour, Benny est rentré chez lui et a avoué à Frida ses sentiments pour Mona. La nouvelle l'a profondément touché. Bien qu'ils aient essayé de rester professionnels pour ABBA, le chagrin était trop profond pour être ignoré. Après 9 ans de vie commune, leur relation était terminée. Dans une interview accordée à Expressen, les mains de Benny tremblaient tandis qu'il s'efforçait d'expliquer ce qui s'était passé. Il insistait sur le fait qu'ils étaient toujours amis, mais leurs proches percevaient la douleur sous-jacente à ces mots. Pour Frida, il ne s'agissait pas seulement de perdre un partenaire. C'était comme une trahison de tout ce qu'ils avaient construit ensemble, tant en amour qu'en musique. La rupture a laissé une marque indélébile sur ABBA. Ils ont continué à faire de la musique. Mais quelque chose avait changé. L'étincelle n'était plus la même. Les deux couples qui caractérisaient autrefois le groupe étaient désormais brisés, et leurs chansons commençaient à refléter cette douleur.
Des morceaux comme The Winner Takes It All et When All Is Said and Done ont eu un impact différent pour ceux qui connaissaient les coulisses. Alors que le monde entier voyait le couple d'or d'ABBA s'effondrer, peu de gens savaient le chagrin qu'il traversait. Ainsi, lorsque le journaliste Lars Johansson entra dans les bureaux d'Expressen ce matin de mai 1981, il ne se doutait pas qu'il allait découvrir une histoire qui changerait à jamais la perception du groupe par les fans. Le 20 mai 1981, dans un petit bureau du journal suédois Expressen, Benny Andersson était assis à un bureau, tripotant nerveusement un paquet de cigarettes. Son assurance habituelle avait disparu. Ses mains tremblaient. Ses yeux semblaient fatigués. Et le poids des dernières semaines transparaissait dans chacun de ses mouvements. Pendant des semaines, il avait esquivé les inévitables questions, mais il ne pouvait plus y échapper désormais. L'homme qui avait autrefois dirigé les scènes avec aisance était maintenant assis, mal à l'aise, se préparant à la conversation qu'il redoutait. Il avoua qu'il ignorait totalement comment les autres géraient ce genre de moment. Sa voix n'était guère plus qu'un murmure, chaque mot étant chargé d'incertitude. La fumée s'enroulait autour de lui, créant une barrière fragile entre lui et la vérité dérangeante qu'il exprimait enfin à voix haute. L'homme qui avait sans effort composé certains des tubes les plus inoubliables d'ABBA se retrouvait désormais sans voix face à son chagrin. La salle de rédaction bourdonnait d'impatience. Il ne s'agissait pas d'une simple interview de célébrité, mais du premier véritable aperçu de la fin du couple le plus célèbre d'ABBA. Pendant des semaines, les fans avaient spéculé, les tabloïds murmuraient, mais Benny brisait enfin le silence. Ses mots portaient le poids d'une histoire d'amour qui s'était effondrée plus vite que prévu. De l'autre côté du bureau, le journaliste écoutait attentivement, trop absorbé par l'instant pour remarquer que le café à côté de lui refroidissait. Quand le sujet de Mona fut abordé, Benny tenta de faire comme si de rien n'était. Mais ces mots ne correspondaient pas vraiment à l'ambiance. Il l'appelait sa nouvelle femme, tentant un rire qui semblait tout sauf naturel. Un silence gêné s'installa dans la salle tandis que le poids de sa confession s'installait. Malgré tous ses efforts pour la minimiser, chacun percevait la tension derrière son sourire forcé. L'ambiance changea lorsque Benny commença à parler de l'avenir d'ABBA. L'espace d'un instant, il abandonna l'image polie du groupe et parla franchement. Il admit qu'il n'était pas parfait et que la célébrité avait ses inconvénients. Avec une pointe d'épuisement, il plaisanta en disant qu'il ne se voyait pas encore danser sur scène avec un ventre de bière à 45 ans. Cette même semaine, Frida s'est assise pour son entretien, affichant la force tranquille qui l'avait toujours caractérisée. Elle s'exprimait avec grâce, refusant de s'attarder sur l'amertume ou les regrets. Elle avouait plutôt que, si la rupture avait été douloureuse, elle avait trouvé du réconfort auprès d'un nouvel homme d'affaires suédois dont elle avait choisi de garder le nom secret. Il y avait un mélange de résilience et de vulnérabilité dans ses paroles. Elle ne voyait plus le mariage comme un besoin. Mais l'amour, cela comptait toujours. L'amour, quelle que soit sa forme, valait toujours la peine d'être conservé. L'article de l'Expressen marqua un tournant pour ABBA. Il déconstruisit l'image guindée du groupe, révélant que même les icônes de la musique étaient confrontées à des chagrins et des difficultés. Le groupe continua à faire de la musique pendant 1 an et demi. Mais quelque chose avait changé. L'étincelle qui les caractérisait autrefois était désormais teintée d'une tristesse que même leurs chansons les plus entraînantes ne parvenaient pas à masquer. Derrière le succès fulgurant d'ABBA se cachait une histoire que la plupart des gens ignoraient, celle qui définissait l'une de ses plus brillantes stars. Comment une jeune fille, autrefois traitée comme une étrangère dans son propre pays, est-elle devenue l'une des voix les plus appréciées de la pop? Le parcours d'une enfant de guerre vers la royauté de la pop. Dans les derniers mois de 1945, alors que le monde célébrait la fin de la Seconde Guerre mondiale, une petite fille est née dans une paisible ville norvégienne. Elle s'appelait Annie Frid Lyngstad. Mais des années plus tard, le monde la connaîtrait simplement sous le nom de Frida. Au lieu d'être accueillie avec chaleur et célébration, sa naissance portait une ombre. Elle n'était pas une enfant comme les autres. C'était un bébé de guerre, né d'une mère norvégienne et d'un soldat allemand. Dans un pays qui se remettait encore des cicatrices de la guerre, cette lignée a fait d'elle une paria avant même qu'elle puisse faire ses premiers pas. Sa mère, Signe Lyngstad, était tombée amoureuse d'Alfred Haas, un soldat allemand stationné en Norvège pendant la guerre. Ce qui avait commencé comme une histoire d'amour s'est vite transformé en un lourd fardeau. À la fin de la guerre, le pays cherchait désespérément à se reconstruire, et toute personne associée à l'ennemi subissait une réaction brutale.
Les Norvégiennes ayant eu des relations avec des soldats allemands étaient rejetées, qualifiées de traîtres et traitées avec une hostilité ouverte. Leurs enfants, innocents mais non désirés, portaient le poids de cette haine. Pour Frida et sa mère, la vie dans la Norvège d'après-guerre était tout sauf facile. Petite Phil. Frida grandit en croyant que son père était mort à la guerre. C'était l'histoire que lui racontait sa famille. Une façon de la protéger d'une vérité bien plus complexe. Espérant laisser derrière elle la douleur et la stigmatisation, sa mère, Sina, prit la décision déchirante de quitter la Norvège. Avec l'espoir d'un avenir meilleur, elle et Frida traversèrent de la frontière suédoise et s'installèrent finalement dans la petite ville industrielle de Torskala. La vie n'était pas facile, mais Signe était déterminée à subvenir aux besoins de sa fille. Elle travaillait de longues heures comme couturière, cousant des vêtements le jour et bordant Frida le soir, faisant tout ce qu'elle pouvait pour construire une vie où sa fille se sentirait en sécurité et aimée. Pour la jeune Frida, la musique n'était pas qu'un passe-temps, c'était un refuge. Dans un monde où elle se sentait souvent marginalisée, chanteur lui procurait un sentiment d'appartenance. Elle montait déjà sur les petites scènes lors d'événements locaux, sa voix débordant d'une profondeur et d'une émotion bien supérieure à son âge. Les habitants de la ville la remarquèrent, mais personne n'en était plus fier que sa grand-mère. Tandis que Signe travaillait de longues heures pour subvenir à leurs besoins, c'est la grand-mère de Frida qui a nourri son amour pour la musique. Elle a rassemblé le peu qu'elle avait pour lui offrir son premier tourne-disque, ainsi que quelques précieux vinyles, à chaque tour de platine. Frida se perdait dans les mélodies, rêvant d'une vie bien plus grande que la paisible ville de Torskala. Frida a confié un jour, lors d'une interview à la radio suédoise en 1975, que la musique était son échappatoire. Elle expliquait que lorsqu'elle chantait, tout le reste disparaissait. Personne ne remettait en question son passé ni ses origines. Seule comptait la musique. Pour une jeune fille qui avait grandi avec le sentiment d'être marginalisée, ces moments sur scène lui procuraient un rare sentiment d'acceptation. Les projecteurs ne la jugeaient pas. Ils brillaient simplement, permettant à sa voix de raconter une histoire bien plus vaste que celle écrite par son passé. À 13 ans, Frida ne rêvait plus seulement de musique. Elle la réalisait. Elle a monté son groupe, les Annie Fried Four, et a passé son adolescence à se produire partout où elle le pouvait. À 16 ans, elle était en tournée en Suède avec un big band, chantant des morceaux de jazz dans des salles bondées. Sa voix profonde et expressive se démarquait, et les professionnels du secteur ne tardèrent pas à la remarquer. En 1967, EMI Records lui offrit l'opportunité de se faire connaître en publiant son tout premier single. Ce fut le début d'une aventure bien plus grande qu'elle n'aurait jamais imaginée. Au début des années 1970, alors qu'ABBA commençait à se reconstituer, une vérité longtemps enfouie sur le père de Frida refit surface. Un magazine allemand avait retrouvé Alfred Haas, l'homme qu'on lui avait annoncé mort, pour finalement découvrir qu'il était bel et bien vivant et vivait en Allemagne. Frida se retrouva face à la possibilité de le rencontrer. En 1977, des retrouvailles furent organisées, mais ce ne fut pas le moment réconfortant auquel on aurait pu s'attendre. Au contraire, elles furent jalonnées de silences gênés, de regards gênés et de nombreuses questions restées sans réponse. Cette rencontre laissa Frida aux prises avec des émotions qu'elle ne savait pas comment gérer. Frida se souvint plus tard que leur première rencontre était comme celle de deux inconnus cherchant à se reconnecter après 30 ans de séparation. Malgré leurs efforts pour combler le fossé, la distance émotionnelle entre eux était trop grande pour être surmontée. Le père qu'elle avait passé des années à s'interroger était maintenant devant elle. L'histoire vraie d'Anne-Fried Lyngstad, chanteuse d'ABBA, est aussi celle d'une quête de son père, qui lui révèle que sa naissance s'inscrivait en réalité dans un vaste complot nazi. Mais le lien qu'elle espérait n'était pas là. La jeune fille, autrefois rejetée par son propre pays en raison de ses origines, est devenue une icône mondiale, sa voix touchant des millions de fans à travers le monde. D'enfant de la guerre à sensation pop, Frida Kahlo avait surmonté une grande partie de son passé. Mais la célébrité avait toujours ses petits défauts. Lorsqu'elle troqua son statut de pop star contre un vrai diadème, la question se posa, trouverait-elle enfin le bonheur qu'elle recherchait depuis toutes ces années? Le poids de la couronne. Après la dissolution d'ABBA et la fin du mariage de Frida avec Benny, Frida Lyngstad semblait sur le point de vivre son véritable conte de fées. En 1992, elle épousait le prince Heinrich Rousseau-Royce von Plauen. Et du jour au lendemain, elle devint princesse. La presse suédoise s'est emballée.
Leur star Adorée d'ABBA, qui avait conquis le cœur du monde entier en tant qu'icône pop, était désormais membre de la famille royale, vivant dans un somptueux château suisse surplombant la beauté sereine du lac Léman. C'était comme sorti d'un rêve, et le monde n'arrêtait pas d'en parler. Mais la vie au palais n'était pas tout à fait le conte de fées auquel tout le monde s'attendait. La femme libre d'esprit qui illuminait autrefois les scènes dans des combinaisons scintillantes et se retrouvait désormais empêtrée dans un réseau de protocoles royaux stricts. Chaque apparition publique, chaque mot prononcé, devait respecter des traditions et une étiquette séculaire, aux antipodes de sa vie d'avant. La liberté dont elle jouissait autrefois en tant que pop star a été remplacée par une pression constante pour se conformer à des règles qui ne lui étaient pas naturelles, la poussant à se demander si cette vie royale était vraiment celle dont elle rêvait. Frida expliqua un jour, dans une interview accordée à un journal suisse en 1993, que la structure de la vie aristocratique était radicalement différente de tout ce qu'elle avait connu. Sa nouvelle réalité était jalonnée de titres compliqués, de dîners officiels et d'obligations sociales interminables à des années-lumière des lumières de la scène auxquelles elle était habituée. Le cercle social du prince Heinrich ne ressemblait en rien à celui de Frida. Fini les studios d'enregistrement et les salles de concert où elle s'épanouissait. Ces journées étaient désormais remplies de galas de charité, de réceptions diplomatiques et d'événements officiels. Bien qu'Heinrich fût très respecté dans les cercles royaux, il nourrissait certaines attentes envers son épouse, qui ne laissait guère de place à la liberté créative qu'elle avait connue autrefois avec ABBA, l'énergie débordante qu'elle avait ressentie sur scène où elle pouvait s'exprimer par la musique et la performance, lui semblait désormais bien loin. Frida, autrefois libre de suivre sa passion, s'adapta à un rôle plus restreint au sein de la famille royale, qui ne lui permit plus d'être la même artiste qu'autrefois. Mais rien n'aurait pu préparer Frida au chagrin qui l'a frappée en 1998. Son monde s'est écroulé lorsque sa fille Anneliese Lotta a tragiquement perdu la vie dans un accident de voiture à New York. Anne, qui n'avait que 30 ans, n'était pas seulement sa fille. Elle était la confidente la plus proche de Frida, celle qui avait toujours été là pour elle et qui comprenait parfaitement les hauts et les bas de sa vie extraordinaire. Anne savait ce que cela avait été d'assister à la transformation de sa mère, d'enfant de guerre à star de la pop, puis à une princesse. Leur lien était profond et inébranlable, rendant cette perte d'autant plus dévastatrice. Frida éprouva un profond sentiment de vide qu'aucune célébrité ni aucun titre royal ne pourrait combler. La perte d'Anne la frappa plus durement qu'on ne l'aurait imaginé. Elle se retira de la scène publique, passant la plupart de son temps dans la solitude et le calme de sa maison suisse. Le monde glamour qui l'entourait autrefois, des événements royaux à sa vie d'ancienne pop star, lui semblait lointain et sans importance. Même ses devoirs royaux, qui exigeaient autrefois son attention, semblaient insignifiants comparés à l'immense chagrin qu'elle portait. Durant cette période incroyablement difficile, Frida a trouvé une source inattendue de réconfort auprès de quelqu'un vers qui elle n'aurait jamais pensé se tourner. Benny Andersson. Malgré des années de tension et un passé compliqué, Benny a tendu la main à Frida. Il comprenait la pression particulière de vivre sous les projecteurs, une pression qu'ils connaissaient tous deux trop bien. Leur histoire commune au sein d'ABBA a permis à Frida de nouer un lien qu'elle ne trouvait pas dans sa vie royale. Ce n'était pas comparable à l'adoration publique ou à la grandeur de sa vie de princesse. Mais dans ces moments de calme, c'était exactement ce dont elle avait besoin. Début 2000, Frida s'était largement effacée de la scène publique. Elle était devenue une présence rare dans le monde qui l'avait autrefois adorée. Celle qui avait affronté le rejet pendant la guerre, conquis le monde de la musique et épousé un membre de la famille royale avait trouvé du réconfort dans son intimité. Elle faisait quelques apparitions lors d'événements liés à ABBA, mais la plupart du temps, elle restait dans son paisible sanctuaire suisse, loin des caméras et des attentes du monde. Si Frida Kahlo s'est retirée des projecteurs, l'héritage d'ABBA continue de rayonner. Et si vous pouviez vivre la magie d'ABBA comme vous ne l'auriez jamais imaginé? Une nouvelle ère de musique et de technologie s'ouvre. Le parcours d'ABBA au fil des ans est tout simplement incroyable. De son ascension vers la célébrité dans les années 70 à son influence durable sur la musique et la culture pop, le groupe a laissé un héritage puissant. Bien qu'il se soit séparé en 1982, c'est en 1974 qu'un groupe suédois s'est produit au concours Eurovision de la chanson Sous les feux de la rampe. Et ils se sont finalement séparés en 1982. Leur musique a continué de toucher les fans de toutes les générations.
Mais en 2021, ABBA a prouvé que son héritage était tourné vers l'avenir. Cette année-là, ABBA sort Voyage, son premier nouvel album depuis 40 ans. Ce fut un événement majeur pour ses fans et le monde de la musique. L'album fut salué par la critique, rappelant à tous le son intemporel d'ABBA. Mais ce qui a fait la particularité du retour d'ABBA, ce n'était pas seulement la musique. C'était aussi la façon dont ils la partageaient. Ils ont inauguré une expérience de concert inédite avec ABBA Voyage, une résidence à Londres, où leurs avatars numériques, Our Avatars, se produisaient aux côtés d'un groupe live. La technologie qui sous-tend ce projet a nécessité 7 ans et 175 millions de dollars de développement, utilisant la capture de mouvement et des effets spéciaux pour donner à leurs avatars l'apparence d'eux-mêmes plus jeunes. Ce concert est unique en son genre. Les avatars de Benny, Björn, Agneta et Frida sont si réalistes qu'il est difficile de croire qu'ils ne sont pas là. Juste devant vous, le groupe a passé 1 mois en combinaison de capture de mouvement pour que leur performance soit aussi réaliste que possible. Le résultat est un spectacle révolutionnaire qui mêle avec brio monde réel et numérique. Depuis son ouverture en mai 2022, ABBA Voyage a vendu plus de 1,3 million de billets et est devenu un phénomène mondial. Des fans de plus de 140 pays ont parcouru des milliers de kilomètres pour participer à ce nouveau chapitre de l'histoire d'ABBA. Pour beaucoup, ce concert a été un voyage émotionnel, leur rappelant des souvenirs de jeunesse et les plongeant dans la magie des grands classiques d'ABBA. Le groupe a fait une apparition surprise lors du premier anniversaire en 2023, saluant la foule tandis que leurs avatars se produisaient sur scène, créant un moment inoubliable. Le concert s'est déroulé dans une arène spécialement conçue près du Parc olympique Queen Elizabeth de Londres, construite pour offrir la meilleure expérience possible au public. Chacun a ressenti une connexion avec la musique, sublimée par une technologie de pointe, tout en conservant l'émotion brute d'un concert live, avec un orchestre de 10 musiciens, des effets visuels incroyables et une équipe pouvant accueillir jusqu'à 200 personnes. Chaque détail du spectacle est réuni pour en faire une expérience inoubliable. Les avatars ne se contentent pas d'interpréter les grands succès. Ils les font revivre avec fraîcheur et l'émotion. Chaque concert est unique, marqué par l'énergie du public et l'atmosphère de la salle. Des fans d'ABBA de longue date aux jeunes générations découvrant leur musique, tous âges confondus, se réunissent pour célébrer l'héritage du groupe d'une manière inédite. Malgré le succès retentissant d'ABBA Voyage, le groupe a clairement indiqué qu'il n'envisageait pas de concerts traditionnels. Ils ont même refusé une offre d'1 milliard de dollars pour une tournée mondiale. Bien que leurs avatars ne se produiront pas en dehors de l'ABBA Voyage Arena, l'expérience qu'ils proposent continue de repousser les limites de la musique live de manière véritablement révolutionnaire. Comment pensez-vous que la célébrité a influencé la dynamique de la relation de Benny et Frida? Qu'aurait-on pu faire différemment, selon vous, pour préserver leur histoire d'amour et la magie originelle d'ABBA? Partagez votre avis dans les commentaires. N'oubliez pas d'aimer, de partager et de vous abonner pour en savoir plus. Cliquez également sur la prochaine vidéo qui s'affiche à l'écran. Vous allez l'adorer.